Je pense surtout que les forces de sécurité sont impuissantes face à ce type de délinquance parce que voilà, on a affaire à des profils souvent sans papier, selon ce qu'ils nous disent, la plupart qui sont mineurs. Et donc, c'est des cas de figure qui sont assez compliqués à gérer pour les forces de l'ordre. Voilà, c'est le retour qu'on a nous aussi des forces de l'ordre. Mais je tiens à leur rendre hommage quand même pour leurs actions et notamment ce qui s'est passé là depuis quelques jours où vraiment nous on a vraiment la sensation de revivre, de respirer dans ce quartier. Frédéric Descrozaille, vous entendez ce pharmacien, ce qu'il dit exactement, et cette impuissance du-t-il face à certaines situations. Parce qu'en plus, on en parlait hier, parce que Georges Fenech, qui était élu du Rhône, le disait lui-même, la Guillotière, ça fait des années que c'est un quartier difficile, là, ça a certainement empiré. Que faire ? À mon avis, il y a deux types d'actions. Alors, comme vous venez de le dire, c'est un quartier qui est une plaque tournante de trafic de drogue depuis très longtemps. Et je pense qu'il y a deux types d'actions à mener. Il y a d'une part la lutte contre le trafic lui-même, en remontant le plus loin possible, c'est-à-dire la lutte contre le gros trafic, les filières. Et ce que fait le préfet Mayous, qui a, de ce que j'en connais, une excellente réputation, c'est-à-dire une politique de harcèlement, de rendre inconfortable ce quartier, de briser le business as usual qui règne depuis très longtemps, en intervenant régulièrement, en envoyant est-ce que des ça marche ? CRS. Parce que là, vous avez vu, il y a au moins 2 magasins qui ferment plus tôt. Il y a encore une fois, il y a deux choses. C'est-à-dire que je pense que cette politique-là, il faut la conduire. Le trafic en remontant les filières et de pourrir la vie des trafiquants qui se servent de ce quartier parce qu'ils ont besoin de lieux pour écouler, pour vendre, et c'en est un. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce que le témoignage recoupe, on a affaire à des mineurs non accompagnés qui sont de fait pris en charge uniquement la nuit dans ce quartier-là. Donc en fait, ils sont abrités le temps de traiter leur situation, puisque ce sont des immigrants en situation irrégulière. Ils sont abrités, mais le matin, on leur dit, rendez-vous ce soir. La journée, c'est pas qu'ils sont désœuvrés, c'est qu'ils trempent tout de suite dans cette, je ne sais pas comment l'appeler, économie informelle, ils vivent de rapine, ils revendent des téléphones portables qu'ils ont volés, et ça, évidemment, accentue considérablement la délinquance, et on est au-delà des incivilités, le fait que ce quartier ait l'état de droit n'y est plus respecté. Sur les mineurs non accompagnés, ce que je voudrais dire, et c'est complètement complémentaire de l'action qui est répressive, qui doit être menée, c'est qu'il y a une autre prise en charge possible. Moi, j'ai été le témoin dans le Val-de-Marne. Le département est passé à droite et je ne sais pas si ça sera prolongé. Je me félicite qu'il y ait eu alternance. Mais il y a une action qui a été conduite par le département, à l'époque où il était communiste, qui était très bien, dans le prolongement de l'ASE, y compris sur les jeunes majeurs. L'aide sociale à l'enfance. Oui. Donc, et dans le prolongement, les mineurs non accompagnés, il y en a beaucoup dans le Val-de-Marne. La façon dont ils étaient pris en charge par le département, c'était non pas de les placer dans des centres ou de les suivre uniquement sur cette partie hébergement, mais de les insérer. Ils étaient placés dans des appartements, dans des immeubles où ils pouvaient avoir comme voisins de palier des gens qui n'étaient pas du tout comme eux, c'était pas des ghettos, ils n'étaient pas ghettoisés, ils étaient tutorés. J'ai moi-même adhéré à une association et j'ai tutoré un gamin, un mineur non accompagné, qui avait traversé la Méditerranée dans des conditions épouvantables, en quittant son pays d'Afrique dans des conditions épouvantables, parce qu'il était placé en alternance. Donc en fait, il y a un processus de régularisation. Ils sont suivis moins longtemps. En 18 mois, il y avait plus de 75% de ces gamins qui se retrouvaient dans des formations, voire en emploi. Et là, vous vous retrouvez avec une partie de cette population immigrée, de jeunes mineurs et de jeunes majeurs, qui ne demandaient qu'à travailler et à s'insérer correctement avec des valeurs qui sont parfaitement conformes aux nôtres, c'est-à-dire le mérite par le travail et je veux faire la fierté de mon employeur et m'insérer dans la société. Cet accompagnement-là, beaucoup plus complet que ce qu'il y a à la Guillotière, c'est-à-dire de les laisser la journée, c'est une catastrophe. Il est nécessaire en complément de la répression sur les trafics. Philippe Guibert. Quand même prendre conscience de ce type de situation qui résulte du mélange d'une immigration clandestine, donc d'une immigration mal contrôlée. On n'arrive même pas à faire respecter nos lois, puisque c'est une immigration clandestine. Mélangée au trafic de drogue, qui sont là aussi du hors-la-loi. Et on sait que les trafiquants sont devenus très puissants dans notre pays. Ce genre de situation est non seulement explosive pour les habitants du quartier, mais je crois qu'il donne le sentiment dans notre pays que l'état de droit est impuissant face à ce type de manifestations illégales. Et ça nourrit politiquement des tentations, radicales ou extrêmes,
de la part d'un certain nombre d'électeurs qui se disent « Mais tout ça est bien gentil, et on vous écoutait, monsieur le député, et on peut être d'accord avec vous. » Mais le sentiment que j'ai lu dans Marianne que c'était sur 400 mètres, à peu près la zone la plus dangereuse, où les habitants n'osent plus passer. Donc 400 mètres. Et il y avait un habitant qui disait dans cet article, on a réussi à confiner tout un pays, mais on n'est pas fichu de venir à bout de 400 mètres dans un quartier de Lyon. Donc ce genre de situation nourrie de non-respect de nos lois peut donner le sentiment à beaucoup d'habitants que le respect de l'état de droit, finalement, est source d'inefficacité. Et je trouve ça dramatique et dangereux. Parce qu'évidemment, les gens se disent, mais après tout, il faut donner un gros coup de balai, et puis tant pis s'il y a de la classe. Parce que c'est à ce type de raisonnement que peuvent aboutir des citoyens, en se disant, mais attendez, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, il y a vraiment des habitants qui témoignent, qui ne sortent de chez eux. Il y a une personne qui racontait qu'elle ne sortait de chez elle sans argent, parce qu'elle risquait de se faire voler. Donc, attention, parce que de laisser ce genre de situation perdurer, ça nourrit le ressentiment, l'extrémisme, la radicalité dont on se plaint ensuite par ailleurs. Donc il faut qu'on trouve des solutions dans le cadre de l'état de droit, mais il faut qu'on trouve des solutions, sans quoi on a une opinion publique dans ce pays et des électeurs qui forcément à un moment donné se tournent vers des solutions beaucoup plus radicales. Alors, je ne sais pas si on peut faire le même parallèle avec ce qui s'est passé au Jardin des Halles et puis maintenant je pensais à ça. près de la Villette. Oui. Je pensais exactement à ça. À Paris, là, cette fois. Le sentiment qu'on n'arrive pas à venir à bout d'une situation où les honnêtes gens ne peuvent plus vivre dans le quartier et que les forces de l'État sont impuissantes. De l'État ou des pouvoirs publics, mairie comprise. Mais j'apprécie beaucoup la justesse de ton avec laquelle vous le dites, parce que ce n'est pas toujours le cas sur ce sujet-là, qui est largement instrumentalisé. Oui, bien sûr, mais si c'est instrumentalisé, c'est parce qu'il y a 3 points que je voudrais dire la chose. Premier point, qui est que ça déclenche des comportements électoraux, des tendances, y compris extrémistes, sur le sujet politique, je peux le comprendre, sachant que, vous y faisiez écho tout à l'heure, on a pu avoir des lignes politiques ces dernières années de tolérance dans le sens pas de vague, de plein de points de vue. Je déborde un petit peu, mais il y a un sujet politique de quelle fermeté, où est la ligne rouge et comment est-ce qu'on la maintient. Et là, je parle du séparatisme, je parle de ce qui peut vraiment esquinter la République. Donc, il y a un sujet politique. Ce que vous évoquez sur la situation de l'état de droit dans certains quartiers, on est sur l'efficacité de l'action publique, c'est aussi une question politique, mais ce n'est pas une question politique idéologique. Et on a trop tendance à parler de ces situations sans les connaître. Moi, avant de dire quoi que ce soit sur la Guillotière, je demande à mes collègues qui sont élus localement. Parce que si on en a une image extérieure, y compris des images concrètes, on peut très très vite sauter sur les conclusions. Mais il y a surtout des décisions, que ce soit encore une fois le McDonald's, avoir une connaissance de ce qui se passe localement. Et le troisième point, c'est que oui, il y a un problème d'illégalité, l'immigration illégale. Là aussi, faire croire, reprendre le contrôle territorial, et c'est une question de conquête. C'est absolument indispensable, vous avez raison d'insister là-dessus, et encore une fois, la répression, la politique qui consiste à harceler ces trafiquants, reprendre possession et l'état de droit sur ce quartier, et poursuivre les trafiquants, sachant que la guerre contre le trafic de drogue ne sera jamais terminée, mais elle doit être absolument implacable. J'aime bien qu'elle soit commencée. Non, elle a lieu. Mais en revanche, de faire croire qu'on pourra éradiquer totalement l'immigration illégale, ça, c'est tromper les gens. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler, je ne crains pas de le dire, qu'on est dans un monde où le réchauffement climatique et les écarts de croissance démographique vont faire que la pression migratoire, le déplacement de population vont s'aggraver dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter des cas de situation illégale en étant plus efficace dans le traitement des dossiers de demande d'asile, en étant plus efficace dans l'exécution des ordres de quitter le territoire français. On est à 15% d'exécution des OQTF prononcés. Je rappelle juste que c'est 10 fois plus en proportion qu'en Angleterre. Et 3 fois plus qu'en Italie. C'est-à-dire que quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas peut-être non plus considérer
qu'il y a une inéluctabilité de l'immigration clandestine, même si vous avez raison d'évoquer les phénomènes climatiques qui vont amplifier la situation. Je vous entendais tout à l'heure, je dirais avec infiniment de sympathie, dire que vous aviez été le tuteur, si j'ai bien compris, d'un jeune migrant. C'est individuellement superbe et je vous salue, mais ça ne peut pas se généraliser parce que puis voilà, ce traitement humaniste apparaît à beaucoup de nos concitoyens comme une forme d'acceptation d'un processus global auquel il faut mettre un terme. Pardon si je suis cynique, mais cet humanisme dont vous venez de parler, pour moi, il est partie intégrante de l'efficacité de notre politique de lutte contre l'immigration. C'est en étant plus efficace dans le traitement des droits d'asile, en assumant parfaitement la Convention de Genève, plus efficace, c'est-à-dire avec des délais plus courts, et en étant plus efficace dans les OQTF, c'est-à-dire en renvoyant les immigrés illégaux qui n'ont pas vocation à rester, qu'on sera plus efficace globalement sur la politique migratoire. On ne doit pas faire croire qu'en dressant des ponts-levis et des miradors, il n'y aura plus d'immigration illégale. Ça, c'est faux. Non, mais et c'est tromper les gens sur l'efficacité qu'on peut avoir. Il ne faudrait pas que la dignité et la respectabilité de votre discours fassent croire à l'opinion qu'on n'est que dans une sorte de compréhension humaniste. Il faut les deux, monsieur. Il faut les deux. Il faut la restriction à ce qui n'est pas admissible et il faut l'intégration avec tous les efforts que cela suppose pour ceux que nous accueillons en fonction de lois que l'on respecte. J'ai été très frappé, moi aussi, par la façon, ton et fond dont vous parliez des mineurs non accompagnés. Je ne pense pas que l'affaire-là se limite à ça, mais enfin, c'est un sujet important et qui dépasse Lyon et ce quartier-là. Est-ce que vous pouvez, forcément de façon limitée, nous dire quel est le regard que vous portez sur ce problème des mineurs non accompagnés? Parce que leur nombre ne cesse de croître. Et la perception de l'opinion publique, c'est que on n'en a pas forcément pris la mesure, on n'en a pas tiré toutes les conséquences, et au fond, on ne sait pas très bien ce qu'on doit en penser. Alors, ce qu'on doit en penser, quand vous l'avez dit, maître, un vécu personnel qui vous honore et qu'on aimerait avoir soi-même si on était dans la même situation, certes, mais qu'est-ce que vous pensez de ce problème des mineurs d'accompagnés dont le nombre ne cesse de croître ? Je pense, encore une fois, que la pression migratoire venant particulièrement d'Afrique va augmenter. Mais c'est très important de le dire, qu'on ne soit pas dans l'illusion. Ah non, mais... Parce que là, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Cette pression vient de populations rurales, paysannes, qui sont appauvris et qui vont être déplacés à cause du réchauffement climatique, ça va s'aggraver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que c'est une question européenne, c'est-à-dire que les frontières et l'application de la Convention de Genève et de ses avenants relèvent d'une harmonisation des législations nationales et des actions nationales pour que ça soit aux frontières de l'Europe qu'on applique. Et de ce point de vue-là, l'accord de Berlin est absolument inapplicable. Et la France est victime de beaucoup d'immigrés qui demandent l'examen de leur situation dans un pays, qui viennent en France, sachant que le pays n'a pas traité leur demande. Donc c'est une question européenne. Et le troisième point, c'est que la question de la fermeté en France relève d'accords avec les pays d'origine pour que les OQTF, là on est à 15%, c'est beaucoup mieux que l'Italie et l'Angleterre, mais c'est consternant, 15%. Ça veut dire 85% des OQTF prononcés ne sont pas exécutés. Et ça, c'est une question diplomatique. Et considérez-vous que le nombre des mineurs non accompagnés arrivant en France par des biais divers, on le devine, a cru? Bien sûr qu'il a cru. Moi, je peux vous le dire. Mais dans quelle proportion, à votre avis? Alors, je ne connais pas la réponse. Dans le Val-de-Marne, c'est des proportions absolument considérables. Ces dernières années. De quel ordre? Je ne vous donnerai pas. Doublé, triplé C'est au moins de cet ordre-là. Ces dernières années, en tout cas sur la mandature, je pense que c'est cet ordre-là, parce que dans les contacts que j'avais pris avec le département en début de mandat, c'était déjà sur une croissance. Ça devenait l'enjeu majeur de l'immigration dans le Val-de-Marne. Mais il existe, et puis j'en suis le témoin, dans les cas des mineurs non accompagnés, des mineurs, puis j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui le disent, des immigrés qui arrivent en situation irrégulière, et qui, en termes de motivation, d'engagement, de fiabilité et de valeur travail, sont parfaitement entre guillemets, intégrables. Donc il faut pouvoir les repérer, le faire rapidement, être efficace
et entre guillemets, pardonnez-moi, faire le tri. Mais il y a une bonne partie de ces mineurs et jeunes majeurs qui peuvent parfaitement être intégrés par le travail dans notre société. Philippe Guibert, puis Jean Le Borgne. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans votre discours, que je comprends par ailleurs, hein, c'est que vous présentez l'immigration comme une sorte de fatalité. Or, je pense que ce n'est pas acceptable pour les citoyens. C'est-à-dire, pour une raison très simple, c'est qu'un pays peut avoir besoin de l'immigration. Moi, je ne suis pas anti-immigration par principe, hein, mais on ne peut parler immigration dans un pays que si on est capable de mettre en face des capacités d'intégration. Donc, pour des habitants d'un pays, pour des citoyens, pour des Français, on doit toujours garder la maîtrise sur notre capacité d'immigration qui doit être liée à notre capacité d'intégration. Et le réchauffement climatique, qui a bon dos, parce que pour l'instant, le réchauffement climatique, il ne joue pas sur les réfugiés. C'est des problèmes avant tout politiques et économiques qui créent... Ben non, c'est contesté par les chercheurs. Les réfugiés climatiques, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être. Mais pour l'instant, c'est avant tout des problèmes politiques et économiques en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Et donc, il n'est pas acceptable pour un citoyen de dire il y a une sorte de fatalité. Je comprends que vous disiez il n'y aura jamais zéro immigration illégale, mais le rôle d'un État, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir, hein, pas vous tout seul, vous avec des gouvernements et un président. Au bout de 4 ans, vous venez nous dire... il y a une sorte de fatalité, il ne faut pas dire de bêtises aux gens. Alors, je vais vous laisser répondre, Frédéric Sorel, mais je pense qu'il y a une autre question de la part de Maître Le Borgne. Non, c'est un peu le même principe. Non, mais quand je vous entends, j'ai un peu le sentiment, pardonnez-moi de vous dire ça, mais que vous nous dites il y a des maladies graves dont on guérit. Oui, mais enfin, pas toujours. De telle sorte que je préfère la précaution, je préfère qu'il n'y ait pas de malade. En d'autres termes plus clairs, pour quitter cette métaphore, je pense que quel que soit probablement l'inéluctabilité de la pression migratoire, ce n'est pas une raison pour l'admettre comme tel, sans compter qu'en ce qui concerne les mineurs, il y a les mineurs non accompagnés, puis il y a les non accompagnés qui se prétendent mineurs, mais qui ne le sont pas tant que ça. Bon, ça c'est un autre débat interne. Mais la vraie question, c'est que, comme vous le disiez, à coup sûr, nous devons, par des moyens divers, résister à une immigration qui dépasse nos capacités d'intégration et qui, indiscutablement, est prise par nos concitoyens comme une forme de conquête de notre pays. Alors, Frédéric Descrozaille, je vais vous laisser répondre assez rapidement, parce qu'on va retourner à Lyon. Je vais essayer de répondre rapidement. Je regrette que je donne cette impression-là, parce que le mot fatalité, je le rejette totalement. Je considère que par définition politiquement, il n'y a pas de fatalité. C'est bien de le préciser. Bon, oui, donc ce que je voudrais préciser, et en essayant d'être suffisamment rapide et de ne pas trop dériver, c'est que je considère que ce problème de la pression migratoire, je reprends vos termes, c'est la pression qui va s'aggraver, c'est certain. C'est le phénomène de pression migratoire. Pour correctement l'adresser, il faut comprendre d'où il vient. Et je hochais la tête quand vous parliez, parce que dans les 10 à 20 ans qui viennent, il suffit de lire le dernier rapport du GIEC, c'est la rupture de la chaîne alimentaire qui va provoquer le plus de déplacements de population. L'exode rural dans le monde, c'est 60 à 65 millions de personnes. On va passer à 250, 300 millions dans les 10 à 20 ans qui viennent. Donc cette pression va s'accroître. Là où on peut être le plus efficace, je vais vous dire, mais pardon, parce qu'on va dériver, je vais le dire en 3 mots, c'est en dénonçant les accords de Marrakech de 1994, qui ont induit un cadre multilatéral des échanges, qui induit beaucoup de pauvreté dans les zones rurales. Les personnes à 80% les affamés du monde sont des paysans, et c'est la pauvreté, la guerre aggrave. Les crises politiques aggravent, mais c'est la pauvreté en premier, l'accès à l'eau et à l'alimentation qui provoque le déplacement de population. Donc si la France peut être efficace, c'est en inspirant un autre cadre multilatéral pour qu'il y ait plus de stabilité, capacité d'épargne d'investissement partout dans le monde et dans les zones rurales en particulier pour réduire cette pression migratoire. Donc en fait c'est un tout, ce que je veux dire c'est que c'est un tout. Qu'on le prenne par la force en première approche c'est compréhensible, mais c'est très important de dire on ne sera pas seulement efficace qu'avec une police et une répression efficace, elle est indispensable et elle doit être corrélée avec une efficacité dans le traitement des demandes, dans la capacité d'intégration et du point de vue international pour limiter la source de cette pression migratoire.